L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, Homme Noir adopte 6 filles blanches que personne ne veut. Des années plus tard, ils découvrent leur vérité choquante. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans l'élégante maison située en périphérie de Paris, Jean-Pierre Dubois contemplait la ville lumière par la fenêtre de son bureau. Le ciel gris reflétait parfaitement son état d'esprit. Cela faisait exactement 2 ans qu'il avait perdu sa femme Amélie et sa fille Sophie dans un terrible accident sur la route de Versailles. Le vide dans son cœur semblait impossible à combler. Jean-Pierre, un homme d'affaires et philanthrope renommé, s'était plongé dans son travail et dans des causes caritatives pour tenter d'apaiser sa douleur. Mais chaque nuit, en rentrant dans sa maison silencieuse, la solitude le consumait. Ce matin-là, en automne, le téléphone sonna, brisant la monotonie de sa routine. « Monsieur Dubois ?» La voix à l'autre bout de la ligne était hésitante, presque craintive. « Oui, c'est moi, » répondit Jean-Pierre, intrigué par le ton de l'interlocutrice. « Ici Madame Beaumont, de l'assistance sociale de Paris. Désolé de vous déranger si tôt, mais nous avons une situation urgente. » Jean-Pierre se redressa dans son fauteuil, soudainement alerte. « Que se passe-t-il, madame ?» L'assistante sociale hésita un moment avant de continuer. « Monsieur, nous avons 6 filles sous notre garde. Des sœurs. Elles, eh bien, elles affrontent des défis considérables, tant physiques qu'émotionnels. Malheureusement, personne n'est prêt à les adopter. » Le cœur de Jean-Pierre se serra. « Toutes les 6 ? Oui, monsieur. Elles refusent d'être séparées. Et avec leurs besoins spéciaux, eh bien, les familles ont peur. » Jean-Pierre ferma les yeux, se souvenant du rire de sa propre fille résonnant dans les couloirs de la maison. « Quel âge ont-elles ? » « Entre 5 et 12 ans, monsieur. » Un silence lourd tomba sur la ligne. Jean-Pierre pouvait sentir le désespoir dans la voix de Madame Beaumont. « Monsieur Dubois, » elle continua, sa voix presque un murmure, « vous êtes notre dernier espoir. Je connais votre travail philanthropique, votre générosité. Ces filles, elles ont besoin d'un miracle. » Jean-Pierre sentit une étrange agitation dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but ? Madame, j'aimerais les rencontrer. Le lendemain, Jean-Pierre se rendit à l'orphelinat. Le bâtiment ancien et mal entretenu lui serra le cœur. En entrant, il fut accueilli par Madame Beaumont, une femme d'âge moyen aux yeux gentils et fatigués. « Par ici, Monsieur Dubois », elle le guida dans un couloir étroit. En arrivant dans une salle de séjour usée, Jean-Pierre les vit pour la première fois. Ciperdieu le regardait avec un mélange de curiosité et de méfiance. La plus âgée, une fille aux cheveux sombres et aux yeux perçants, fit un pas en avant, se plaçant protectrice devant ses sœurs. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-elle, sa voix portant une dureté qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait avoir. Jean-Pierre s'agenouilla, se mettant à hauteur de ses yeux. « Je m'appelle Jean-Pierre. »« Et toi, comment t'appelles-tu ? » ?»« Camille, » répondit-elle, toujours méfiante. « Que voulez-vous ? » Jean-Pierre sourit gentiment. « Je suis venu vous rencontrer. Madame Beaumont m'a parlé de 6 sœurs très spéciales. » Une des plus jeunes filles, aux cheveux bouclés et aux grands yeux, se cacha derrière Camille. « Il va nous emmener ?» demanda-t-elle dans un murmure audible. Le cœur de Jean-Pierre se brisa en entendant la peur dans la voix de la petite. Combien de fois ces filles avaient-elles été déçues ? Combien de promesses vides avaient-elles entendues ? « Je ne vais emmener personne nulle part sans que vous le vouliez, » répondit-il doucement. « Je suis ici pour vous rencontrer et, si vous le permettez, pour vous offrir un foyer. » Camille fronça les sourcils. « Un foyer ? Pour nous toutes ? » Jean-Pierre acquiesça. « Pour vous toutes. Ensemble. » Les filles échangèrent des regards incrédules. La plus jeune, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, sortit de derrière Camille et s'approcha de Jean-Pierre, ses yeux brillants d'espoir. « Vraiment ? Nous pouvons rester toutes ensemble ? » Jean-Pierre sentit les larmes monter à ses yeux. « Oui, ma petite. Toutes ensemble. » À ce moment-là, en regardant les visages pleins d'espoir et en même temps prudents des 6 filles, Jean-Pierre sut que sa vie était sur le point de changer radicalement. La décision qu'il s'apprêtait à prendre était monumentale, effrayante et, en même temps, étrangement juste.
Se tournant vers Madame Beaumont, qui observait la scène avec des larmes aux yeux, Jean-Pierre déclara « Je vais les adopter. » Toutes les six. Un silence stupéfait tomba sur la salle, suivi d'un sanglot étouffé de l'une des filles. Camille, toujours méfiante, demanda « Pourquoi ? Pourquoi feriez-vous cela ?» Jean-Pierre regarda dans ses yeux, voyant la douleur et la peur cachées derrière la façade dure. Parce que chaque enfant mérite un foyer, Camille. Et parce que peut-être, tout comme vous avez besoin d'une famille, j'en ai aussi besoin. Les mots restèrent en suspens dans l'air, chargés de promesses et de possibilités. Jean-Pierre savait que le chemin à venir serait difficile, plein d'obstacles et de moments difficiles. Mais en regardant les visages des six filles, Camille, Élise, Margot, Chloé, Adèle et la petite Léa, il sentit, pour la première fois en 2 ans, un rayon d'espoir illuminer son cœur. La maison du bois, autrefois silencieuse et mélancolique, résonnait maintenant des petits pas et des voix hésitantes. Jean-Pierre observait, avec un mélange d'anxiété et d'espoir, tandis que les 6 sœurs exploraient leur nouveau foyer. Camille, la plus âgée, restait sur ses gardes, ses yeux sombres examinant chaque recoin comme si elle cherchait un piège caché. Élise, 10 ans, s'accrochait à la main de Margot, 8 ans, toutes deux regardant avec émerveillement les grands tableaux sur les murs. Chloé, avec ses 7 ans, courait d'une pièce à l'autre, incapable de contenir son excitation. Adèle, 6 ans, tenait fermement son ours en peluche usé, comme si c'était un bouclier contre ce nouveau monde inconnu. Et la petite Léa, à peine 5 ans, alternait entre se cacher derrière ses sœurs et faire des pas curieux vers Jean-Pierre. « Mesdemoiselles, appela doucement Jean-Pierre, que diriez-vous de découvrir vos nouvelles chambres ?» Les filles se regardèrent, l'incertitude planant dans l'air. Camille fit un pas en avant, assumant son rôle de protectrice. « Nous allons rester tout ensemble, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix portant une note de défi. Jean-Pierre sourit gentiment. « Je pensais que vous aimeriez peut-être avoir vos propres espaces. Mais si vous préférez rester ensemble, nous pouvons arranger cela. » Camille parut surprise par la flexibilité de Jean-Pierre. Elle hésita un moment avant de répondre « Nous pouvons voir les chambres d'abord ?» Jean-Pierre acquiesça et guida les filles dans le couloir du 2e étage. Il avait passé les dernières semaines à tout préparer, essayant de créer des espaces qui soient accueillants et adaptés à chacune d'elles. La première chambre était une explosion de roses et de lilas, avec un lit à baldaquin et des étagères remplies de livres. Les yeux d'Élise s'illuminèrent en voyant le petit bureau dans un coin. « Cet espace peut être le tien, Élise, dit doucement Jean-Pierre. Madame Beaumont m'a dit que tu adores lire et écrire. » Élise regarda Camille, comme si elle demandait la permission. Camille, voyant la joie dans les yeux de sa sœur, acquiesça légèrement. La chambre suivante était décorée en tons de vert et de bleu, avec un télescope près de la fenêtre et une fresque du système solaire sur le mur. « Margot, appela Jean-Pierre, j'ai entendu dire que tu es fascinée par l'espace. » La fillette de 8 ans esquissa un petit sourire, le premier que Jean-Pierre voyait depuis qu'il les avait rencontrés. Les autres chambres étaient tout aussi personnalisées, un studio d'art pour Chloé, une chambre douillette avec une petite bibliothèque pour Adèle, et un espace ludique et coloré pour la petite Léa. Enfin, ils arrivèrent à la dernière chambre. C'était la plus grande, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Les murs étaient d'un ton lavande doux, et il y avait un bureau robuste dans un coin, parfait pour les études. « Camille, dit Jean-Pierre en se tournant vers la plus âgée, je pensais que tu pourrais aimer celle-ci. Elle donne sur tout le jardin, donc tu peux toujours garder un œil sur tes sœurs. » Camille regarda autour d'elle, ses yeux s'attardant sur chaque détail. Pendant un moment, son masque de dureté tomba, et Jean-Pierre aperçut la fille vulnérable derrière la façade protectrice. « Tu as fait tout ça pour nous ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Jean-Pierre acquiesça. « Je veux que ce soit votre foyer. Un endroit où vous vous sentez en sécurité et aimé. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, chargés de promesses et de possibilités. Mais l'adaptation ne serait pas facile, comme cela devint évident dans les jours qui suivirent. Les premières nuits furent les plus difficiles. Jean-Pierre fut réveillé par des cris terrifiés venant de la chambre d'Adèle. Il se précipita là-bas, trouvant la fillette en proie à un cauchemar, criant pour une mère qui n'était plus là. Il la serra doucement, murmurant des mots de réconfort jusqu'à ce qu'elle se calme. Les repas étaient un autre défi. Margot refusait de manger quoi que ce soit de vert, tandis que Chloé faisait des crises de panique si sa nourriture touchait une autre dans son assiette. Léa, quant à elle,
mangeait comme si chaque repas était le dernier, cachant des morceaux de pain dans ses poches pour plus tard. Jean-Pierre observait, le cœur serré, comment des années de négligence et d'incertitude avaient façonné les comportements des filles. Il savait que la guérison prendrait du temps et de la patience. Une nuit, environ 2 semaines après l'arrivée des filles, Jean-Pierre trouva Camille dans la cuisine, tard dans la nuit. Elle était debout, regardant fixement le réfrigérateur ouvert. « Camille » appela-t-il doucement, pour ne pas l'effrayer. « Tout va bien ?» Elle se retourna rapidement, comme si elle avait été prise en flagrant délit. « Je vérifiais juste s'il y avait assez de nourriture pour demain, murmura-t-elle. Jean-Pierre sentit son cœur se serrer. Combien de fois cette fille avait-elle été couchée avec faim, inquiète s'il y aurait assez pour ses sœurs le lendemain? Il s'approcha lentement d'elle. « Camille, regarde-moi, dit-il doucement. » Quand leurs yeux se rencontrèrent, il continua, « Il y aura toujours assez de nourriture ici. Pour vous toutes. Tu n'as plus à t'inquiéter de ça. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes qu'elle luttait pour retenir. « Tu dis ça maintenant, murmura-t-elle, mais si tu changes d'avis? Si tu décides que nous sommes trop à gérer? Tout le monde finit toujours par nous abandonner. » Jean-Pierre sentit son propre cœur se briser sous le poids de la douleur dans la voix de la fillette. Il s'agenouilla, se mettant à hauteur de ses yeux. « Camille, je te promets, ici et maintenant, que je ne vous abandonnerai jamais. Vous êtes ma famille maintenant, et la famille, c'est pour toujours. » Les mots semblèrent briser quelque chose en Camille. Pour la première fois depuis son arrivée, elle laissa tomber son masque de force et se jeta dans les bras de Jean-Pierre, en sanglotant. Pendant qu'il la tenait, murmurant des mots de réconfort, Jean-Pierre savait que ce n'était que le début d'un long voyage. Il y aurait d'autres nuits comme celle-ci, d'autres larmes, d'autres peurs à affronter. Mais il était déterminé à être là pour chaque instant, pour chaque défi. L'adaptation serait un processus lent et parfois douloureux. Mais au fil des jours, se transformant en semaines, de petits changements commencèrent à apparaître. Les sourires devinrent plus fréquents, les rires résonnaient plus souvent dans les couloirs. Les filles commencèrent à se sentir plus à l'aise pour explorer, poser des questions, être simplement des enfants. Et Jean-Pierre, observant cette transformation lente mais constante, sentait son propre cœur commencer à guérir. Le vide laissé par la perte de sa femme et de sa fille ne serait jamais complètement comblé, mais maintenant il y avait un nouveau but, un nouvel amour qui grandissait à leur place. Au fil des mois passés à la Maison du Bois, une transformation subtile mais profonde commençait à se dessiner. Jean-Pierre, déterminé à offrir tout le soutien nécessaire aux filles, avait constitué une équipe de professionnels dévoués, thérapeutes, tuteurs spécialisés et même une gouvernante affectueuse, Madame Rousseau, qui devint rapidement une figure maternelle pour les filles. L'automne laissa place à l'hiver, et avec l'arrivée du printemps, les premiers signes de changement commencèrent à fleurir, non seulement dans le jardin de la maison, mais aussi chez les 6 sœurs. Élise, qui était autrefois réservée et silencieuse, découvrit sa voix grâce au théâtre. Un après-midi ensoleillé d'avril, Jean-Pierre fut surpris par une performance improvisée dans le jardin. « Monsieur Jean-Pierre !» Élise l'appela, ses yeux brillants d'excitation. « Venez voir ce que nous avons préparé. » Intrigué, Jean-Pierre suivit la fillette jusqu'au patio, où une petite scène improvisée avait été montée. Des draps suspendus servaient de rideaux, et les autres sœurs étaient vêtues de vêtements colorés et fantaisistes. « Bienvenue à notre pièce » annonça Élise, sa voix claire et confiante, un changement notable par rapport à la fillette timide qui était arrivée quelques mois plus tôt. « Aujourd'hui, nous présentons les aventures des 6 sœurs magiques. » Jean-Pierre, émerveillé, regardait les filles jouer une histoire fantastique de 6 sœurs au pouvoir magique sauvant un royaume enchanté. Camille, à sa grande surprise, jouait la méchante avec un enthousiasme contagieux, arrachant des rires à tout le monde avec ses grimaces exagérées. À la fin de la performance, lorsque les rideaux se fermèrent et que les filles firent une révérence, Jean-Pierre ne put retenir ses larmes. Il les applaudit debout, son cœur débordant de fierté et d'amour. « Bravo! Bravo !» s'exclama-t-il, en les embrassant chacune. « Vous étiez magnifiques. » Élise, le visage rougi par l'excitation, demanda timidement, « Monsieur Jean-Pierre, est-ce que nous pourrions nous inscrire à des cours de théâtre ?»« Bien sûr, ma chérie, » répondit Jean-Pierre en souriant. « Nous le ferons dès demain. » La transformation de Margot fut tout aussi remarquable. La fillette qui luttait auparavant avec son tas trouva concentration et passion dans les sciences. Jean-Pierre avait converti l'une des pièces vides de la maison en un petit laboratoire pour elle,
équipés de microscopes, de kits de chimie et de livres scientifiques. Un soir, pendant le dîner, Margot ne cessait de parler de sa dernière découverte. Et alors, quand j'ai regardé dans le microscope, j'ai vu toutes ces structures incroyables. Saviez-vous que les cellules végétales ont des parois? C'est comme si chacune avait sa propre forteresse. Jean-Pierre, enchanté, observait Margot gesticuler avec enthousiasme, ses yeux brillants de passion. Les autres sœurs, bien qu'elles ne comprissent pas toujours tout ce qu'elle disait, écoutaient attentivement, posant des questions et partageant l'enthousiasme de Margot. Margot, dit Jean-Pierre, lorsque celle-ci fit une pause pour respirer, que dirais-tu de visiter le musée des sciences le week-end prochain? Le visage de Margot s'illumina. Vraiment? On peut vraiment y aller? Bien sûr, répondit-il en souriant. En fait, que diriez-vous de faire de cela une sortie familiale? Je suis sûr que chacune y trouvera quelque chose d'intéressant. Les filles échangèrent des regards excités. L'idée d'une sortie familiale était nouvelle et enthousiasmante pour elles toutes. Chloé, quant à elle, trouva sa voie à travers l'art. La chambre atelier que Jean-Pierre avait préparée pour elle se remplit rapidement de peintures colorées et de sculptures en argile. Au début, ses créations étaient sombres et confuses, reflets des traumatismes qu'elle portait. Mais avec le temps et la thérapie, ses œuvres commencèrent à prendre vie et couleur. Un samedi matin, Jean-Pierre fut réveillé par une Chloé très excitée. « Viens voir, s'exclama-t-elle en le tirant par la main. « J'ai terminé ma peinture. » Jean-Pierre suivit la fillette jusqu'à son atelier, où une grande toile était couverte par un drap. D'un geste théâtral, Chloé retira le drap, révélant une peinture vibrante de la famille Dubois. Jean-Pierre resta sans voix. La peinture montrait les 7 personnages, lui et les 6 filles, se tenant par la main devant la maison. Le ciel était un tourbillon de couleurs joyeuses, et chaque visage souriait radieusement. « Chloé, murmura-t-il, ému, c'est magnifique. » La fillette sourit timidement. « C'est comme ça que je vois notre famille maintenant, expliqua-t-elle. Colorée et heureuse. » Jean-Pierre serra Chloé contre lui, sentant son cœur déborder d'émotion. Adèle, qui luttait auparavant avec une anxiété sévère, commença à trouver du réconfort dans les livres. Jean-Pierre la trouvait souvent recroquevillée dans un coin de la maison, complètement absorbée dans un monde de fantaisie. Un soir, alors qu'il faisait sa ronde habituelle pour vérifier que tout le monde dormait, Jean-Pierre entendit un murmure provenant de la chambre d'Adèle. Intrigué, il s'approcha silencieusement de la porte entr'ouverte. À sa grande surprise, il vit Adèle assise sur son lit, lisant à voix basse pour Léa, qui était blottie à ses côtés, écoutant attentivement. Et alors la petite princesse réalisa qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur du noir, car les étoiles seraient toujours là pour éclairer son chemin, lisait doucement Adèle. Jean-Pierre sentit un nœud dans sa gorge. Voir Adèle, qui avait autrefois du mal à parler avec des étrangers, réconforter maintenant sa petite sœur avec des histoires, était une preuve tangible des progrès qu'elle avait faits. La petite Léa, quant à elle, s'épanouissait avec l'amour et l'attention constants. Ses cauchemars devenaient moins fréquents, et elle commençait à explorer le monde qui l'entourait avec une curiosité renouvelée. Son rire joyeux résonnait dans les couloirs de la maison, apportant de la lumière dans tous les recoins. Camille, l'aînée, avait le parcours le plus difficile. Des années de responsabilité précoce et de méfiance ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais lentement, très lentement, elle commença à baisser ses défenses. Un jour, Jean-Pierre la trouva dans le jardin, regardant pensivement un parterre de roses. « À quoi penses-tu, Camille » demanda-t-il gentiment. Elle hésita un moment avant de répondre, « Je pensais à la force des roses. Elles ont des épines pour se protéger, mais elles parviennent quand même à être belles et délicates. » Jean-Pierre acquiesça, comprenant la métaphore implicite. « Tu sais, Camille, parfois, quand on se sent en sécurité, on peut se permettre de baisser nos épines. Nous n'avons pas toujours besoin d'être sur la défensive. » Camille le regarda, ses yeux brillants de larmes non versées. « C'est difficile, murmura-t-elle. »« Je sais, répondit doucement Jean-Pierre. Mais tu n'es pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous là pour toi. » À cet instant, quelque chose changea dans les yeux de Camille. Une petite barrière tomba, et elle fit un pas hésitant vers Jean-Pierre, se permettant d'être étreinte. À mesure que l'été approchait, la maison Dubois était presque méconnaissable. Les rires résonnaient dans les couloirs, la musique s'écoulait des fenêtres ouvertes, et l'arôme des gâteaux faits maison remplissait souvent l'air. Jean-Pierre observait cette transformation avec un mélange de joie et d'admiration.
Chaque petit progrès, chaque sourire sincère, chaque moment de connexion était une victoire. Le voyage de guérison était loin d'être terminé, mais en regardant ses filles, car c'était ainsi qu'il les voyait maintenant, Jean-Pierre savait qu'ils étaient sur la bonne voie. L'été avait laissé place à l'automne, et la Maison du Bois se préparait à célébrer le 3e anniversaire de l'arrivée des filles. Jean-Pierre prévoyait une fête surprise, remplie de ballons, de cadeaux et du gâteau préféré de chacune. L'atmosphère de la maison était de joie et d'attente. Ce matin ensoleillé de septembre, Jean-Pierre était dans son bureau, finalisant les derniers détails de la célébration, lorsqu'il entendit un coup hésitant à la porte. « Entrez » appela-t-il, levant les yeux des papiers sur son bureau. Madame Rousseau, la gouvernante, entra avec une expression inquiète sur le visage. « Monsieur Dubois, une lettre est arrivée pour vous. Elle semble importante. » Jean-Pierre fronça les sourcils, intrigué par l'hésitation dans la voix normalement confiante de Madame Rousseau. Il prit l'enveloppe qu'elle lui tendait, remarquant immédiatement qu'il n'y avait pas d'expéditeur. « Merci, Madame Rousseau, dit-il en la congédiant gentiment. Seul à nouveau, Jean-Pierre examina l'enveloppe pendant un moment avant de l'ouvrir. En dépliant la lettre, ses yeux parcoururent rapidement les lignes manuscrites, et il sentit le sang se retirer de son visage. « Mon Dieu » murmura-t-il, ses mains tremblant légèrement. La lettre était d'une femme nommée Sophie Leclerc, qui affirmait être la mère biologique des 6 filles. Elle écrivait. « Monsieur Dubois, je m'appelle Sophie Leclerc, et je suis la mère biologique de Camille, Élise, Margot, Chloé, Adèle et Léa. Je sais que cette lettre doit vous choquer, tout comme il est douloureux pour moi d'écrire ces mots. Il y a 3 ans, j'ai été forcé de prendre la décision la plus difficile de ma vie, confier mes filles à l'adoption. Mon ex-mari, Philippe, était un homme violent et abusif. Il nous menaçait constamment, et je craignais pour la sécurité des filles. J'ai pensé que les confier serait la seule manière de les protéger de lui. Depuis, j'ai passé chaque jour à les chercher, espérant qu'elles étaient en sécurité et aimées. Lorsque j'ai finalement découvert que vous les aviez adoptées, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de douleur profonde. Monsieur Dubois, je n'écris pas pour perturber la vie que vous avez construite avec mes filles. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Mais je vous implore de considérer de me permettre de les voir, ne serait-ce qu'une seule fois. Je comprendrai si vous refusez, mais il fallait que j'essaie. » Avec des regrets sincères et de la gratitude, Sophie Leclerc, Jean-Pierre relut la lettre plusieurs fois, son esprit un tourbillon d'émotions. Choc, confusion, peur et même une pointe de colère se mêlaient dans sa poitrine. Comment cela pouvait-il arriver maintenant, alors que tout semblait enfin en place? Il se leva brusquement, marchant de long en large dans son bureau. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il passait ses doigts dans ses cheveux grisonnants. Que faire? Que faire? Murmura-t-il pour lui-même, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Jean-Pierre savait que cette révélation pourrait potentiellement déstabiliser tout le progrès que les filles avaient fait. Camille, qui commençait enfin à lui faire confiance et à baisser ses défenses, pourrait se refermer à nouveau. Élise, qui avait trouvé sa voie, pourrait retomber dans le silence. Margot, Chloé, Adèle et Léa, chacune d'elles si fragile à sa manière, comment réagirait-elle à cette nouvelle? Pendant un moment fugace, Jean-Pierre envisagea de cacher la lettre, de protéger les filles de cette vérité potentiellement dévastatrice. Mais dès que la pensée émergea, il la repoussa, honteux. Il avait promis honnêteté à ses filles, et il ne romprait pas cette promesse maintenant, aussi difficile que ce soit. Avec un soupir lourd, Jean-Pierre se rassit, enfouissant son visage dans ses mains. La fête d'anniversaire devrait attendre. Des décisions difficiles devaient être prises. Ce soir-là, après le dîner, Jean-Pierre rassembla les filles dans le salon. Elles remarquèrent immédiatement son expression sérieuse et échangèrent des regards inquiets. « Papa » demanda Léa, sa petite voix pleine de soucis, « quelque chose ne va pas ?» Jean-Pierre tenta de sourire, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. « Mais chérie » commença-t-il, sa voix tremblante légèrement, « il y a quelque chose que je dois vous dire. » Camille, toujours attentive, se redressa sur son siège. « Qu'est-ce que c'est, papa? Tu nous fais peur. » Jean-Pierre prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre, dit-il lentement. Une lettre de quelqu'un qui affirme être votre mère. Votre mère biologique. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les expressions des filles variaient du choc à la peur, de la confusion à la colère. « Non,
cria soudainement Adèle, des larmes remplissant ses yeux. Non, tu es notre père. Nous ne voulons pas d'une autre mère. Jean-Pierre sentit son cœur se serrer. Adèle, ma chérie, je serai toujours votre père. Rien ne changera cela. Camille, son visage une mosaïque d'émotions conflictuelles, parla d'une voix basse, elle nous a abandonnés. Pourquoi revient-elle maintenant? Jean-Pierre expliqua doucement le contenu de la lettre, au sujet de l'ex-mari abusif et de la décision difficile que Sophie avait prise. À mesure qu'il parlait, il vit une gamme d'émotions passer sur les visages des filles, colère, tristesse, confusion et même une étincelle de curiosité. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda Élise, sa voix à peine un murmure. Jean-Pierre regarda chacune de ses filles, son cœur débordant d'amour pour elles. « Cela signifie ce que vous voulez que cela signifie, dit-il doucement. Si vous voulez la rencontrer, nous pouvons organiser cela. Si vous ne le voulez pas, vous n'avez pas à le faire. La décision vous appartient. » Les filles se regardèrent, une conversation silencieuse passant entre elles. Finalement, Camille parla, sa voix chargée d'émotion, « Pouvons-nous réfléchir à cela ?» Bien sûr, ma chérie, répondit Jean-Pierre, ouvrant les bras. Immédiatement, les 6 filles se précipitèrent dans son étreinte, cherchant du réconfort et de la sécurité. Pendant qu'il les tenait, Jean-Pierre savait que les jours suivants seraient difficiles. Il y aurait des larmes, des discussions animées, des moments de doute et de peur. Mais en regardant les visages de ses filles, il voyait aussi de la force, de la résilience et de l'amour. Quelle que soit la décision qu'elles prendraient, il serait là pour les soutenir. Car en fin de compte, c'était cela, être une famille. Affronter les défis ensemble, avec amour, honnêteté et courage. Les jours qui suivirent la révélation furent tendus à la Maison du Bois. L'air semblait chargé d'émotions non dites, et le silence était parfois interrompu par des discussions animées ou des pleurs étouffés. Jean-Pierre observait ses filles avec le cœur lourd, se sentant impuissant face à la tempête émotionnelle qui secouait la famille. Camille, comme toujours, fut la première à réagir. Un matin, elle entra dans le bureau de Jean-Pierre, ses yeux sombres brillant d'un mélange de détermination et de peur. « Papa, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, je veux la voir. J'ai besoin de réponses. » Jean-Pierre acquiesça lentement. « Je comprends, ma chérie. Et tes sœurs ?» Camille mordit sa lèvre, hésitante. « Elles sont divisées. Élise et Margot veulent aussi la rencontrer. Chloé a peur, Adèle est furieuse, et Léa, eh bien, Léa est trop petite pour comprendre complètement. » Jean-Pierre se leva et marcha jusqu'à Camille, posant doucement ses mains sur ses épaules. « Camille, tu sais que tu n'as pas besoin d'être la porte-parole de tes sœurs, n'est-ce pas? Tu n'as pas rapporté ce poids toute seule. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes. « Mais j'ai toujours pris soin d'elle, papa. Depuis avant. » « Je sais, mon cœur, répondit doucement Jean-Pierre. Mais maintenant tu m'as aussi. Nous pouvons nous occuper d'elles ensemble. » À ce moment-là, un sanglot échappa aux lèvres de Camille, et elle se jeta dans les bras de Jean-Pierre, laissant tomber le masque de force qu'elle avait maintenu si longtemps. Dans les jours qui suivirent, Jean-Pierre eut des conversations individuelles avec chacune des filles. Élise, habituellement si éloquente, luttait pour exprimer ses sentiments contradictoires. « Et si elle ne m'aime pas ?» demanda Élise dans un murmure, lors d'une de leurs conversations. « Et si elle regrette de nous avoir cherchés ?» Jean-Pierre lui tint la main doucement. « Élise, ma chérie, tu es incroyable telle que tu es. Si, pour une raison inexplicable, elle ne le voit pas, ce sera sa perte, pas la tienne. » Margot, en revanche, était pleine de questions. Est-ce qu'elle aime aussi la science? Pourrait-elle me parler de notre histoire médicale familiale? Ce serait fascinant pour ma recherche. Jean-Pierre ne put s'empêcher de sourire devant l'enthousiasme de Margot, même dans une situation si chargée émotionnellement. Chloé exprimait ses sentiments à travers l'art, comme toujours. Jean-Pierre la trouva un jour dans son studio, travaillant furieusement sur une nouvelle peinture. C'était une toile divisée en deux, d'un côté, la famille Dubois comme elle l'avait représentée auparavant, colorée et heureuse. De l'autre côté, une femme solitaire, entourée d'ombre. C'est comme ça que je la vois, expliqua Chloé doucement en remarquant Jean-Pierre. Seule et triste. Mais nous sommes heureux ici, n'est-ce pas, papa? Jean-Pierre sentit un nœud dans sa gorge. Oui, ma petite artiste. Nous sommes très heureux.
La réaction d'Adèle fut la plus explosive. Elle oscillait entre une colère féroce et une peur paralysante. « Elle nous a abandonnés », cria Adèle lors d'un dîner particulièrement houleux. « Comment ose-t-elle revenir maintenant et faire semblant de se soucier de nous ?» Adèle tenta de la calmer Jean-Pierre. « Parfois les gens commettent des erreurs, même quand ils aiment beaucoup quelqu'un. »« Alors elle ne nous aimait pas assez », rétorqua Adèle, repoussant sa chaise et courant vers sa chambre. Jean-Pierre la trouva plus tard, recroquevillée dans son lit, serrant son ours en peluche préféré. Adèle appela-t-il doucement, s'asseyant sur le bord du lit. « Tu veux en parler ?» Adèle renifla, ses yeux rouges de larmes. « Et si elle voulait nous emmener, papa ? Je ne veux pas partir. Je veux rester ici avec toi. » Le cœur de Jean-Pierre se brisa en entendant la peur dans la voix d'Adèle. Il la prit dans une étreinte serrée. « Personne ne vous emmènera loin de moi, ma chérie. Vous êtes mes filles, maintenant et pour toujours. » La petite Léa, comme l'avait dit Camille, ne comprenait pas complètement la situation. Mais elle ressentait la tension dans la maison et réagissait en devenant plus attachée à Jean-Pierre et à ses sœurs. « Papa, demanda-t-elle une nuit, alors qu'il la mettait au lit, pourquoi tout le monde est triste ?» Jean-Pierre hésita, cherchant les bons mots. « Parfois, ma petite, les familles sont compliquées. Mais ce qui compte, c'est que nous nous aimons, n'est-ce pas ?» Léa acquiesça solennellement. « Je t'aime, papa. Et j'aime aussi mes sœurs. »« Et nous t'aimons, mon petit cœur, » répondit Jean-Pierre, en embrassant son front. Après 2 semaines de discussions intenses, de larmes et de réflexions profondes, la famille Dubois prit enfin une décision. Ils acceptèrent de rencontrer Sophie Leclerc, mais sous certaines conditions. La rencontre se ferait sur un terrain neutre, un parc proche du manoir. Jean-Pierre serait présent tout le temps, et les filles pourraient partir à tout moment si elles se sentaient mal à l'aise. Le matin de la rencontre, la tension dans le manoir était palpable. Jean-Pierre aida les filles à s'habiller, essayant de maintenir une apparence de calme qu'ils ne ressentaient pas. « Rappelez-vous, dit-il en montant dans la voiture, vous n'avez pas besoin de faire ou de dire quoi que ce soit que vous ne voulez pas. Nous sommes ensemble dans cette situation, d'accord ?» 6 voix répondirent à l'unisson, « D'accord, papa. » En arrivant au parc, Jean-Pierre vit une femme assise sur un banc proche, ses mains se tordant nerveusement sur ses genoux. Lorsqu'elle les vit, elle se leva, les yeux remplis de larmes. « Mes filles, murmura-t-elle, faisant un pas hésitant vers elle. Camille, instinctivement, se plaça devant ses sœurs. Son visage était un masque d'émotions contradictoires, colère, curiosité, peur et même une pointe d'espoir. « Pourquoi ?» demanda Camille, sa voix tremblant légèrement. « Pourquoi nous as-tu laissés ?» Sophie Leclerc déglutit, les larmes coulant sur ses joues. « Je pensais vous protéger. Votre père, il était un homme dangereux. J'avais tellement peur. » Les filles écoutaient, leurs expressions variant du choc à une compréhension réticente. Jean-Pierre resta silencieux, une présence réconfortante derrière elle. À mesure que Sophie parlait, expliquant les années d'abus, la peur constante et la décision agonisante de confier les filles, l'atmosphère commença à changer subtilement. La colère initiale commença à céder la place à la compréhension, et même à la compassion. Élise fut la première à faire un pas en avant, les yeux brillants de larmes. « Tu as pensé à nous ? Pendant toutes ces années ?» Sophie acquiesça, sanglotant. « Tous les jours, ma chérie. Tous les jours. » Lentement, une à une, les filles s'approchèrent. Des questions furent posées, des larmes furent versées, et peu à peu, un pont commença à se construire sur l'abîme des années perdues. Jean-Pierre observait, son cœur se remplissant d'un mélange d'émotions. Il y avait de la douleur en voyant ces filles confronter leur passé, mais aussi de la fierté pour la force et la maturité qu'elles montraient. À la fin de cette longue journée émotionnellement épuisante, en rentrant chez eux, Jean-Pierre réunit ses filles dans une étreinte collective. « Je suis tellement fier de vous, dit-il, la voix chargée d'émotion. Vous avez été si courageuse aujourd'hui. » Camille le regarda, ses yeux brillants d'une nouvelle compréhension. « Merci, papa. Pour être ici avec nous. Pour être notre père. » Les autres filles murmurèrent leur accord, et Jean-Pierre sentit son cœur se remplir d'amour. La rencontre avec Sophie Leclerc ne résolut pas tout magiquement. Il restait encore beaucoup à discuter, beaucoup à guérir. Mais à ce moment-là, entouré de ses filles, Jean-Pierre savait qu'ils affronteraient ce qui viendrait ensemble, comme la famille qu'ils étaient.
Les mois qui suivirent la rencontre au parc furent une montagne russe émotionnelle pour la famille Dubois. Les filles, chacune à leur manière, luttaient pour intégrer cette nouvelle réalité dans leur vie. Jean-Pierre observait attentivement, toujours prêt à offrir son soutien, mais aussi en laissant ses filles traiter leurs émotions. Sophie Leclerc avait déménagé dans une petite maison en périphérie de Paris, déterminée à reconstruire sa relation avec ses filles. Les rencontres étaient fréquentes, mais soigneusement orchestrées, toujours avec Jean-Pierre présent. C'était un après-midi d'automne, presque 6 mois après la première rencontre, que la grande révélation commença à se dérouler. Jean-Pierre était dans son bureau lorsqu'il entendit un brouhaha venant du salon. Il s'y précipita, craignant le pire, seulement pour trouver une scène qui le laissa sans voix. Camille était debout, tremblante, avec une enveloppe froissée dans ses mains. Ses sœurs l'entouraient, toutes avec des expressions de choc et de peur. « Papa, » murmura Camille, sa voix à peine audible, « il nous a trouvés. » Jean-Pierre sentit son sang se glacer. « Qui, ma chérie ? » « Notre père biologique, » répondit Élise, la voix tremblante. « Philippe. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean-Pierre se déplaça rapidement, prenant l'enveloppe des mains tremblantes de Camille. La lettre à l'intérieur était courte et menaçante. « Je sais où vous êtes. Vous êtes mes filles, et je vais vous ramener. Préparez-vous. » Jean-Pierre sentit une vague de colère et de protection monter en lui. « Cela n'arrivera pas, » déclara-t-il fermement, regardant chacune de ses filles. « Je vous promets, il ne s'approchera pas de vous. » Mais les mots, aussi sincères soient-ils, ne parvinrent pas à calmer complètement la panique qui s'installa dans le manoir Dubois. Les filles, qui avaient fait tant de progrès, semblaient régresser face à la peur. Adèle recommença à avoir de terribles cauchemars, réveillant la maison avec ses cris au milieu de la nuit. Chloé refusait de sortir de la maison, craignant que Philippe ne soit à l'affût. Même Margot, habituellement si logique et rationnelle, était consumée par la peur. Jean-Pierre agit rapidement. Il engagea des gardes supplémentaires pour le manoir, installa un système de sécurité de dernière génération et contacta les autorités. Mais il savait que des mesures physiques ne suffiraient pas à protéger ses filles du traumatisme émotionnel qu'elles revivaient. Ce fut Camille qui surprit tout le monde par sa force. Un soir, alors que la famille était réunie dans le salon, discutant de leur peur, elle se leva, ses yeux brillants d'une détermination féroce. « Ça suffit, » déclara-t-elle. « Nous n'allons pas le laisser nous terroriser à nouveau. Nous sommes plus fortes maintenant. Nous avons les unes les autres, nous avons papa, et nous avons maman Sophie. » L'utilisation du terme « maman » pour se référer à Sophie prit tout le monde par surprise. C'était la première fois que l'une des filles l'appelait ainsi. Encouragées par la force de Camille, les autres filles commencèrent à exprimer leurs propres sentiments. Élise, les larmes aux yeux, dit « Il ne peut plus nous blesser. Nous ne sommes plus ces petites filles effrayées. » Margot acquiesça vigoureusement. Statistiquement parlant, avec toutes les mesures de sécurité que nous avons maintenant, les chances qu'ils parviennent à nous atteindre sont minimes. Chloé, qui avait été silencieuse, parla soudain « Je veux peindre un tableau. Un tableau de nous, tous ensemble et forts. » Jean-Pierre sentit son cœur se remplir de fierté en voyant ses filles affronter leur peur avec tant de courage. Dans les jours qui suivirent, la famille Dubois se resserra comme jamais auparavant. Jean-Pierre observait, émerveillé, alors que ses filles se soutenaient mutuellement, trouvant de la force dans leur amour partagé. Sophie fut informée de la situation et, à la surprise de tous, sa réaction fut d'une férocité protectrice rivalisant avec celle de Jean-Pierre. « Il ne touchera pas un seul cheveu de leur tête, » déclara Sophie, les yeux étincelants de détermination. « Pas après tout ce que nous avons traversé. » Ce fut en ce moment de crise que Jean-Pierre vit quelque chose d'extraordinaire se produire. La tension qui existait encore entre lui et Sophie, le malaise subtil qui planait sur leurs interactions, commença à se dissiper. Unis dans leur désir de protéger les filles, ils commencèrent à travailler ensemble d'une manière qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Les semaines passèrent, et il n'y avait toujours pas de signe de Philippe. Peu à peu, la vie au manoir Dubois reprit son cours normal. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Les filles, qui voyaient autrefois Sophie avec un mélange de curiosité et de ressentiment, l'embrassaient maintenant comme une partie intégrante de leur vie. C'est Léa, avec son innocence enfantine, qui verbalisa ce que tous ressentaient. Lors d'un dîner en famille, avec Sophie présente, elle demanda soudainement « Papa, maman Sophie peut-elle vivre avec nous ?» Le silence qui suivit fut chargé d'émotions.
Jean-Pierre regarda Sophie, voyant en elle le même choc et la même incertitude qu'il ressentait. « Léa, ma chérie, commença Jean-Pierre hésitant, ce n'est pas si simple. » Mais Camille l'interrompit. « Pourquoi pas, papa? Nous sommes une famille, non? Tous ensemble. » Jean-Pierre regarda autour de la table, voyant les visages pleins d'espoir de ses filles. Puis il regarda Sophie, remarquant le rougissement de ses joues et la lueur dans ses yeux. À cet instant, Jean-Pierre réalisa que le véritable bouleversement n'était pas la menace de Philippe. C'était ceci, cette famille inhabituelle et merveilleuse qu'ils avaient construite ensemble, contre toute attente. « D'accord, dit-il finalement, un sourire s'épanouissant sur son visage. « Si c'est ce que tout le monde veut, nous pouvons essayer. » L'explosion de joie qui suivit fut assourdissante. Les filles sautèrent de leurs chaises, embrassant Jean-Pierre et Sophie dans un tourbillon de bras et de rires. Ainsi, de la menace de leur passé, surgit un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. La famille Dubois avait affronté sa plus grande peur et en était ressortie plus forte et plus unie que jamais. Jean-Pierre savait qu'il y aurait encore des défis à relever. Intégrer Sophie dans leur vie quotidienne, gérer les complexités légales et émotionnelles de leur situation unique, et rester toujours vigilant face à la menace de Philippe. Mais en regardant les visages souriants de ses filles et le regard de gratitude dans les yeux de Sophie, il savait qu'ils affronteraient tout cela ensemble. L'aube d'une nouvelle ère pour la famille Dubois arriva avec l'épanouissement des fleurs du printemps à Paris. Le manoir, autrefois symbole de la solitude de Jean-Pierre, débordait maintenant de vie, d'amour et des complexités d'une famille recomposée. L'intégration de Sophie dans la vie quotidienne de la famille ne se fit pas sans défi. Les premiers jours furent marqués par des moments d'inconfort et d'incertitude. Jean-Pierre et Sophie dansaient un ballet délicat de courtoisie et de respect mutuel, tous deux déterminés à mettre le bien-être des filles en premier. Camille, toujours observatrice, remarqua la tension subtile entre les adultes. Une nuit, elle confronta Jean-Pierre dans son bureau. « Papa, commença-t-elle, sa voix chargée de soucis, es-tu vraiment d'accord avec cela? Que maman Sophie vive ici ?» Jean-Pierre regarda sa fille aînée, émerveillé par sa maturité. « Camille, ma chérie, c'est une situation compliquée. Mais je suis déterminé à faire en sorte que ça fonctionne, pour vous. » Camille hocha lentement la tête. « Nous aussi, nous voulons que ça fonctionne, papa. Pour nous tous. » À mesure que les semaines se transformaient en mois, une nouvelle routine commença à s'établir. Sophie, avec son talent pour la cuisine, prit en charge la cuisine, remplissant la maison de délicieux arômes de plats traditionnels français. Jean-Pierre découvrit qu'il aimait avoir quelqu'un avec qui partager les responsabilités parentales et les joies des petites réalisations quotidiennes des filles. Les filles elles-mêmes s'épanouissaient avec la présence constante des deux parents. Élise, inspirée par la passion de Sophie pour la littérature française, commença à écrire ses propres histoires. Margot trouva en Sophie une partenaire enthousiaste pour ses expériences scientifiques. Chloé peignit un nouveau portrait de la famille, cette fois incluant Sophie, les sourires sur tous les visages plus brillants que jamais. Adèle, qui avait initialement lutté contre le changement, surprit tout le monde un matin. Maman, aplatait-elle hésitante, s'adressant à Sophie pour la première fois, « Peux-tu m'aider avec mon devoir d'histoire ?» Le sourire radieux sur le visage de Sophie illumina toute la pièce. Léa, dans son innocence enfantine, semblait être la plus adaptée à la nouvelle situation. Pour elle, avoir deux parents aimants était simplement la nouvelle norme. Cependant, l'ombre de Philippe planait toujours au-dessus d'eux. Bien qu'il n'y ait plus de signe de lui, la famille restait vigilante. Jean-Pierre et Sophie travaillaient sans relâche avec les autorités pour assurer la sécurité des filles. C'est pendant cette période d'incertitude que Jean-Pierre et Sophie découvrirent une connexion plus profonde entre eux. Les nuits passées à discuter des préoccupations concernant les filles se transformèrent en conversations sur leurs propres espoirs et rêves. Les rires partagés à propos des espiègleries des enfants évoluèrent en une appréciation mutuelle de la compagnie de l'autre. Par une nuit étoilée d'été, alors que les filles dormaient, Jean-Pierre et Sophie étaient assis dans le jardin, savourant un vin rouge. « Tu sais, commença Jean-Pierre, sa voix douce dans le calme de la nuit, je n'ai jamais pensé que je trouverais cela à nouveau. » Sophie le regarda, curieuse. « Cela. » La complicité, répondit-il, ses yeux rencontrant les siens. Quelqu'un avec qui partager les joies et les défis de la parentalité. Quelqu'un qui comprend. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Jean-Pierre, je... Avant qu'elle ne puisse terminer, un cri résonna dans la maison.
En quelques secondes, ils étaient debout, courant à l'intérieur. Ils trouvèrent Adèle dans sa chambre, tremblant après un autre cauchemar. Pendant que Jean-Pierre serrait Adèle dans ses bras, Sophie préparait une tasse de thé apaisante. Travaillant en parfaite synchronisation, ils calmèrent la fillette, leur voix douce et leurs gestes tendres finissant par apaiser Adèle et la ramener au sommeil. En retournant dans le couloir, Jean-Pierre et Sophie se retrouvèrent seuls, l'adrénaline du moment se dissipant lentement. « Merci, dit doucement Jean-Pierre. D'être là. De faire partie de cela. » Sophie sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Il n'y a pas d'endroit où je préférerais être. » À ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Le dernier vestige d'hésitation se dissipa, remplacé par une compréhension mutuelle et une affection profonde. Les mois suivants apportèrent plus de changements pour la famille Dubois. Jean-Pierre et Sophie, pour la joie des filles, commencèrent à explorer une relation romantique. Ce fut un processus lent et soigneux, toujours avec les besoins des enfants en premier plan. Le premier anniversaire de l'arrivée de Sophie au manoir fut marqué par une grande célébration. La famille et les amis proches se réunirent dans le jardin, l'air rempli de rires et de musique. Pendant la fête, Jean-Pierre demanda l'attention de tous. Avec Sophie à ses côtés et les filles rassemblées autour d'eux, il fit une annonce qui remplit tout le monde de joie. Aujourd'hui, commença-t-il, sa voix émue, nous ne célébrons pas seulement une année de Sophie dans notre maison. Nous célébrons le début officiel de notre famille. Sophie et moi avons décidé de nous marier. L'explosion de joie fut immédiate. Les filles crièrent et sautèrent de joie, serrant leurs parents dans leurs bras. Camille, les larmes aux yeux, regarda Jean-Pierre et Sophie. « Vous en êtes sûr? C'est vraiment ce que vous voulez ?» Sophie sourit, caressant le visage de Camille. « Plus que tout, ma chérie. Nous voulons faire de cette famille, que nous avons construite avec tant d'amour, quelque chose d'officiel et de permanent. » Jean-Pierre acquiesça, son bras autour de Sophie. « Vous, les filles, nous avez appris la véritable signification de la famille. Ce n'est pas une question de sang ou de papier, c'est une question d'amour, d'acceptation et de choix. Et nous choisissons cela, tous ensemble. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs pour le mariage. Les filles furent impliquées dans chaque aspect, du choix des fleurs au design des invitations. Le jour du mariage, le jardin du manoir Dubois fut transformé en un conte de fées. Jean-Pierre attendait à l'hôtel improvisé, son cœur battant fort d'émotion. Lorsque la musique commença, ce furent les 6 filles qui apparurent en premier, chacune portant un petit bouquet, leur visage rayonnant de bonheur. Et puis, Sophie apparut, éblouissante dans sa robe blanche, son sourire plus éclatant que le soleil d'été. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Jean-Pierre et Sophie inclurent des promesses non seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers leur fille. Des promesses d'amour, de protection, de compréhension et de soutien inconditionnel. Il n'y avait pas un œil sec lorsque le célébrant les déclara mari et femme. Le baiser qui scella leur union fut accompagné des applaudissements enthousiastes de tous les présents, plus forts que tous, les voix joyeuses de leurs 6 filles. La réception qui suivit fut une célébration de l'amour sous toutes ses formes. Jean-Pierre et Sophie dansèrent leur première danse en tant que couple, bientôt rejoints par les filles, tous riant et tournant ensemble sous les lumières scintillantes. Plus tard dans la nuit, lorsque la fête se calma enfin et que les filles dormaient épuisées, Jean-Pierre et Sophie se retrouvèrent seuls dans le jardin. « Alors, Madame Dubois, sourit Jean-Pierre, attirant Sophie près de lui, comment vous sentez-vous » Sophie rit doucement, ses yeux brillants de bonheur. « Comme si j'étais enfin chez moi, Monsieur Dubois. » Alors qu'ils s'embrassaient sous le ciel étoilé de Paris, tous deux réfléchissaient au voyage incroyable qui les avait menés jusqu'ici. De cœurs brisés et de vies séparées, ils avaient construit quelque chose de beau et précieux, une famille unie par l'amour, forgée à travers les défis et renforcée par le choix de rester ensemble, quoi qu'il arrive. Et ainsi, un nouveau chapitre commença pour la famille Dubois. Un chapitre rempli de promesses, d'amour et de la certitude que, ensemble, ils pourraient affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Car au final, ils découvrirent que le véritable miracle ne résidait pas dans les circonstances qui les avaient réunis, mais dans l'amour qu'ils choisissaient de cultiver chaque jour, transformant une histoire de perte et de séparation en un conte de rédemption, de guérison et de joie durable.